le retrait à l'intérieur des 90 jours, le patrimoine n'a jamais existé entre nous. C'est vraiment notre ligne du temps que j'y parle depuis tout à l'heure. Elle n'existe pas. On en parle quand ça va bien. On aborde le sujet en mettant en avant les bénéfices et éventuellement faire intervenir un professionnel. Personne qui se lève un mardi matin en se disant « Yes sir, je m'en vais faire mon testament ». Parler de séparation n'implique pas séparation. Comme faire son testament, ça fait pas mourir. Bonjour à toutes et à toutes, je m'appelle Adélia Rose et je vous souhaite la bienvenue dans Les APMO, le podcast qui vous aide à comprendre les enjeux financiers de façon simple, concrète et accessible. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui touche de nombreux couples québécois, la nouvelle loi sur la famille et l'instauration du régime parental pour les conjoints de fait. Cette réforme pose beaucoup de questions, notamment quels changements pour les conjoints de fait, quelles implications sur leurs finances, leurs droits ou encore leurs devoirs. Pour répondre à ces questions, nous avons une invitée de choix. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Maître Camille Vallière, notaire et conseillère juridique. Merci d'être là aujourd'hui, Camille. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Alors, je vous ai introduit en disant que vous nous aiderez à répondre à certaines questions parce qu'effectivement, cette réforme interpelle beaucoup de monde. Ce par quoi j'aimerais commencer, j'ai envie de dire Camille, mais aussi Maître Vallière. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste cette nouvelle loi sur la famille? Tout à fait. C'est effectivement une grosse réforme dans le droit de la famille. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. C'est une réforme qui s'est passée en plusieurs étapes et la plus récente, c'est l'union parentale. C'est un régime qui va s'installer entre deux conjoints de fait qui ont un enfant après le 30 juin 2025. Donc, c'est vraiment nos critères clés dans la grande réforme, l'union parentale qui est le régime. Si jamais on est marié, qu'on est uni civilement ou qu'on est un couple conjoint de fait sans enfant, les nouvelles applications de l'union parentale ne s'appliqueront pas à nous. Alors, vous avez cité justement différents, je pense, je ne sais pas si on parle de régimes matrimoniaux ou en tout cas de type d'union. Quelle est justement la différence qu'on peut faire entre le statut de conjoint de fait ou encore le statut de mariage ou d'union civile? Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu dans le passé ce qui se passait. Lorsqu'on avait un couple qui se mariait ou s'unissait civilement, nous avions le régime matrimonial, nous avions le patrimoine familial. Et là, donc, ça devient mêlant un peu parce que dans notre nouveau régime, on va avoir un patrimoine d'union parentale qui s'apparente beaucoup au régime de patrimoine familial. Les gens qui se marient, qui s'unissent civilement, c'est un choix, c'est un contrat, c'est une célébration. L'union parentale, elle va s'installer entre deux conjoints de fait par le seul fait d'avoir un enfant né ou adopté après le 30 juin 2025. Okay. Donc, c'est vraiment la réunion de ces deux conditions-là. Il n'y a pas d'ordre non plus. On pourrait déjà avoir un enfant né après le 30 juin 2025, ne pas être en couple parce que ça arrive des fois, et devenir un couple quelques mois ou même années plus tard, c'est vraiment au moment où les deux conditions sont réunies ensemble que l'union parentale s'installe. Les grandes différences, pour les synthétiser un peu, dans le mariage, l'union civile, là, je vais parler de mariage, ça va inclure l'union civile la plupart du temps. Dans le mariage, on a le patrimoine familial. Celui-là, il est d'ordre public. Il s'applique à nous, qu'on est mariés unis civilement. On n'a pas le choix, on ne peut pas s'y soustraire. Le patrimoine familial, c'est à l'intérieur d'une ligne du temps qui commence à la journée du mariage et qui termine à la journée, je l'appelle jour D, divorce ou décès. Et on regarde 5 catégories de biens qui sont partagées. C'est un partage en valeur et nos 5 catégories de biens, c'est les immeubles utilisés par la famille, les meubles meublants de ces immeubles-là, les véhicules utilisés par la famille, les régimes de retraite et les gains inscrits à la Régie des rentes. Et on ajoute en plus un régime matrimonial qui vient dire toutes les autres catégories de biens. Par exemple, des placements non enregistrés, des CELI, des immeubles à logement, des actions de compagnie. Ça ne rentre pas dans notre patrimoine familial. Donc, c'est le régime matrimonial qui va venir le régir. Si on choisit la société d'acquêt ou qu'on ne fait rien et donc qu'on devient automatiquement société d'acquêt, toutes ces autres catégories de biens-là, à l'intérieur de notre ligne du temps mariage, divorce, décès, vont aussi être partageables en cas de séparation, de décès, toujours en valeur. Si on choisit la séparation de biens,
ces catégories Si on choisit la séparation de biens, ces catégories de biens-là ne seront pas partagées. Notre union parentale, notre nouveau régime d'union parentale, qui commence à la date où on est conjoint de fait et on a un enfant commun après le 30 juin 2025, va venir établir un parapluie de protection, si je peux dire. Donc, c'est 4 grandes protections qui viennent s'appliquer. Je vais commencer en parlant du patrimoine d'union parentale parce qu'il s'apparente beaucoup à ce qui est appliqué dans le mariage que je viens d'expliquer. Le patrimoine d'union parentale, c'est le même concept. C'est qu'à partir de la date du début, donc conjoint plus bébé, et jusqu'à la date de la séparation, si on a des biens qui s'accumulent, qui font partie cette fois-ci de 3 catégories de biens, ils vont être partagés un peu dans le même principe, en valeur, au moment de la séparation. Les catégories de biens, c'est les immeubles utilisés par la famille, les voitures utilisées par la famille et les meubles des immeubles utilisés par la famille. Dans l'union parentale, dans le patrimoine d'union parentale, on n'a pas les REER et les gains inscrits au régime des rentes et il n'y a pas de régime matrimonial non plus. Donc, tout ce qui est les exemples que je donnais tout à l'heure, immeuble à logement, placement non enregistré, action de compagnie, ça ne rentre pas et le patrimoine d'union parentale n'y touche pas. Mm-hmm. Alors, j'entends dans ce que vous partagez que un des éléments, en tout cas, que cette réforme apporte, c'est une forme de protection, comme vous dites. Quel autre changement est-ce que ça implique pour les conjoints de fait? Oui, donc protection, je pense que c'est le bon terme. Mm-hmm. C'est d'ailleurs l'objectif lors de l'instauration de cette nouvelle loi, la protection. À la base, c'est la protection de l'intérêt de l'enfant qui va quand même s'établir par l'équilibre entre les conjoints. Parce qu'un enfant va être dépendant la plupart du temps de ses 2 parents. Donc, quand il y a un grand déséquilibre, c'est pas bénéfique pour l'enfant. Tout à l'heure, je parlais d'un grand parapluie de protection. J'utilise beaucoup mes mains, donc là, excusez-moi, ça brasse. Notre grand parapluie de protection, il a 4 sphères de protection. Le patrimoine d'union parentale, que je viens d'expliquer, donc qui s'établit entre les conjoints et qui vient partager, peu importe si on est 50-50, 40-60, peu importe, sur l'acquisition de ces 3 catégories de biens-là, immeuble, meuble, voiture. Ensuite, on a la prestation compensatoire. Mm-hmm. La prestation compensatoire, ça découle entre autres de l'affaire Éric contre Lola, qu'on a peut-être déjà entendu, mais sans rentrer dans une histoire jurisprudentielle, mm-hmm. C'est que ça vient permettre entre le couple de réclamer une compensation au moment de la séparation s'il y a eu un déséquilibre, s'il y a eu un appauvrissement qui vient de l'enrichissement de l'autre. Donc, disons, un des 2 conjoints s'est enrichi parce qu'il travaillait fort sur son entreprise, etc. Et l'autre conjoint a pris un grand pas de recul ou même a participé en l'entreprise, que ça soit directement ou indirectement, et à cause de ça, il en subit un préjudice, un appauvrissement. Avant, entre conjoints de fait, ça n'existait pas, la prestation compensatoire. On ne pouvait pas aller réclamer quelque chose à notre conjoint de fait de cette situation-là. Mm-hmm. Il n'y a toujours pas de créance alimentaire entre les conjoints. La créance alimentaire pour les enfants, elle reste, bien évidemment, mais entre les conjoints, il n'y en a pas. Entre couples mariés unicivilement, c'est possible d'avoir une pension alimentaire au conjoint. La prestation compensatoire vient quand même rajouter un élément de plus parce qu'avant, les conjoints de fait n'avaient ni prestation compensatoire ni pension alimentaire. Donc, il y a un élément supplémentaire. Toujours sous notre parapluie, on a donc traité 2 des sphères. La 3e sphère, c'est la protection de la résidence familiale. Donc, même chose, dans un couple marié unicivilement, il y a quelque chose qui existe qui est la protection de la résidence familiale, qui veut dire que même si l'un des 2 conjoints est 100% propriétaire de la maison, par exemple, il ne peut pas la vendre ou même l'hypothéquer sans l'autorisation, on va dire le concours de son conjoint, sa conjointe. C'est pour éviter de se retrouver à la rue sans le savoir. C'est pour éviter un conjoint qui est allé vendre en cachette et qui arrive à la maison en disant « Bon, mais demain matin, on n'a plus de maison ». Donc,
entre conjoints de fait, il n'y avait pas cette protection-là de la résidence familiale. Maintenant, elle va exister. Donc, si jamais j'ai un des deux conjoints qui est propriétaire de la maison à 100%, pour aller la vendre chez le notaire, ça va prendre l'autorisation du conjoint. Et là, je parle d'autorisation. C'est pas tant une permission, c'est juste pour que le conjoint en ait connaissance. C'est surtout ça le point central de la chose. Si jamais c'est pas obtenu, cette autorisation-là, par exemple, il y a des conséquences qui peuvent être obtenues. Il y a des... il pourrait y avoir l'annulation de la vente. Il pourrait y avoir des recours personnels aussi, des compensations financières pour la perte ou le préjudice qui a été subi. Bon, ça, c'est peut-être plus un domaine d'avocat, par contre, là, les recours, donc je vais leur laisser. Mais il y a vraiment des protections qui sont encadrées avec la résidence familiale. Et cette survie-là, cette protection de la résidence familiale, elle va survivre 120 jours après une séparation. Donc, si jamais je me sépare, que je suis 100% propriétaire de la maison, pour aller vendre, ça va prendre soit l'autorisation de mon ex, par exemple, ou va falloir que j'aie une confirmation que ça fait 120 jours qu'on s'est séparés. Là, ça, on pourra en parler tout à l'heure, mais toute la question aussi de c'est quoi se séparer, ça va devenir quand même assez ambigu. Mais avant ça, notre dernière sphère, parce que là, je le sens, là, on se questionne, mais c'est quoi la dernière sphère sous parapluie? Exactement. La dernière protection, qui est quand même assez innovante, bon, toute la réforme est assez innovante, mais c'est la possibilité pour le conjoint de fait d'hériter, même en l'absence de testament. Donc, normalement, au Québec, on peut faire un testament, on peut léguer à qui on veut dans notre testament. Moi, si je veux faire un testament qui laisse tout à ma coiffeuse, j'ai le droit, même si j'ai des enfants, des conjoints, peu importe. Mais malheureusement, encore, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de testament avec toutes les protections que ça entraîne. Avant, dans la loi, les conjoints de fait, sans testament, ne pouvaient jamais hériter l'un de l'autre. Donc, notre arrière-petite-cousine aurait hérité avant notre conjoint de fait sans testament. Maintenant, si on est sous l'union parentale, donc je le rappelle, conjoint de fait avec un enfant commun, né après le 30 juin 2025, et voilà, on écoute. Même sans testament, on pourrait hériter d'une partie. Ce n'est pas la totalité. Il y a quand même la possibilité qu'on devienne copropriétaire avec nos enfants ou même notre belle famille, mais sans testament, les conjoints sont maintenant inclus, les conjoints de fait sont maintenant inclus dans ce qu'on appelle la dévolution légale, donc ce que le Code civil prévoit. Alors, merci pour le partage justement de les 4 volets du parapluie de protection. Ce que j'entends dans ce que vous partagez, c'est plus la perspective des droits qu'un des conjoints, du moins, peut avoir suite à cette réforme. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la perspective des devoirs, justement, que cette réforme apporte pour les conjoints de fait? C'est une bonne question. Je vous dirais, dans les principaux devoirs, c'est celui qui se rattache à la protection de la résidence familiale, donc d'informer là, au moment. Sinon, je parlerais d'un devoir qui nous est tous attribué, c'est de bien s'informer. Parce que beaucoup de conjoints vont être en situation d'union parentale sans le savoir, j'ai l'impression, parce que bon, faire un enfant, ce n'est pas un acte juridique pour la plupart des gens. Se marier, c'en est un. Exactement. En tout cas, c'est pas supposé. Si ça l'est, bon, à chacun ses activités juridiques. Mais faire un enfant reste quand même quelque chose d'assez naturel, s'inscrit plus dans la famille, l'amour, bon, des fois les accidents, mais ce n'est pas un acte juridique. Mais maintenant, ça va entraîner des implications juridiques. Donc, le devoir principal, ça va être de s'informer. Ne serait-ce que s'informer pour qu'on le sache que ça s'applique à nous. Après ça, on n'est pas obligé d'agir sur l'information qu'on a reçue, mais on n'est pas dans une situation d'aveuglement et on ne se mettra pas dans le trouble, ni nous, ni notre conjoint, ni les enfants, parce qu'on avait mal compris l'information, parce qu'on s'est séparés, puis qu'on a vendu, puis là, le notaire nous parle d'aller chercher une autorisation ou parce qu'il y a des obligations financières qui découlent de la séparation, parce qu'on parlait d'obligations.
Mais en cas de séparation, notre patrimoine d'union parentale, lorsqu'on a un partage en valeur, c'est que ça donne une créance. Donc, cette créance-là, à un moment donné, il faut qu'elle soit payée. Donc, si on ne s'est pas informé, on ne le saura peut-être pas, l'un va le savoir, l'autre non. Donc, ça entraîne une grande confusion. Donc, d'aller chercher l'information, je vous dirais, ça va être le devoir principal de tous, ne serait-ce qu'être à l'affût. Et là, garochez-vous pas toutes dans mon bureau demain matin si vous êtes conjoint ou même pas conjoint, pas d'enfant. Même si je fais un cours de droit à tout le monde, ça va passer 6 pieds au-dessus de la tête de beaucoup de gens. Ça a le temps d'évoluer aussi. C'est très nouveau encore. Donc, on ne sait pas ça va ressembler à quoi lorsque ça va commencer à être mis à l'épreuve par les tribunaux. Il y a peut-être des interprétations qui vont se mettre en place que c'est pas comme ça qu'on avait compris la loi nécessairement. Donc, d'aller chercher de l'information si on se trouve dans cette situation-là, ça va être très important, surtout par rapport au patrimoine d'union parentale, parce que comme je disais, ça implique monétairement des enjeux et il y a des choix qui peuvent être faits quand même à l'intérieur du patrimoine d'union parentale. Mais justement, j'aimerais rebondir sur l'aspect financier, monétaire, comme vous mentionniez. On a entendu, il va y avoir des changements en termes de droits, de devoirs. On a touché un peu les aspects légaux. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus justement sur l'impact financier que ce changement implique? Tout à fait. Les 3 protections de pouvoir hériter, prestations compensatoires, protection de la résidence familiale, ça implique certains aspects financiers, mais je vous dirais le plus pécunier, la plus pécuniaire de nos protections, c'est l'implantation du patrimoine d'union parentale. Parce que c'est vraiment ici quelque chose de monétaire, si je peux dire. Quand je disais, on va venir regarder à l'intérieur de notre ligne du temps, jour où nos 2 conditions sont réunies, conjoint plus bébé, jusqu'à date de séparation ou de décès. Et si on a accumulé des biens à l'intérieur de ce patrimoine-là qui sont dans nos catégories de biens, donc je répète beaucoup, mais immeubles utilisés par la famille, meubles meublants et véhicules utilisés par la famille. Rendu à la séparation, il y a un partage en valeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une colonne pour un époux, pas un époux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une colonne pour un des conjoints, une colonne pour l'autre conjoint, et on vient mettre qu'est-ce qui appartient à chacun. Donc, si on est copropriétaire de la maison 50-50, on met 50 de la valeur, 50 de la valeur, on a une égalité entre les deux. On vient déduire, bien sûr, les dettes là, qui sont utilisées pour la famille. On regarde plus les valeurs nettes. Par contre, si j'ai acheté 30-70, je peux recommencer peut-être. Par contre, si j'ai acheté 30-70, pour toutes les raisons qui peuvent exister, advenant la séparation, on va venir mettre 70 d'un côté, 30 de l'autre côté. Et on va regarder la différence de valeur entre les 2 colonnes. Et donc, si je prends un exemple d'une maison à 100 000, parce que, bon, je suis pas allée notaire pour mes maths. Super bon deal, en tout cas. Oui, quand même, un pas pire deal. Et qu'on a un des conjoints qui est propriétaire à 70 %, l'autre à 30 %, on a une différence de 40 000 entre les 2 valeurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on prend cette différence-là de 40 000 et on la coupe en 2. Et celui qui a le 70 % va devoir la moitié de la différence à celui qui a le 30 %. Donc, notre 40 000 coupé en 2, c'est un 20 000 de dette que le conjoint qui a le plus de propriété doit à celui qui en a le moins. On reste propriétaire de notre 70 %, l'autre reste propriétaire de son 30 %, mais il y a une dette en valeur qui est à donner. On va pouvoir y renoncer à cette dette-là. Si on dit non, ça ne nous intéresse pas, on peut, mais rendu au moment du calcul, parce qu'on ne peut pas renoncer d'avance à ce qu'on ne connaît pas. Mais on le disait tout à l'heure, c'est quelque chose d'un peu automatique. C'est pas un choix juridique, le patrimoine d'union parentale, l'union parentale. Donc, on va avoir des possibilités d'y jouer quand même dessus. On va avoir des possibilités de venir moduler, soit de se retirer, soit de modifier la composition du patrimoine parental. Donc, on va pouvoir décider, nous, on ne veut pas que ça s'applique à nous du tout. Et si on veut que ça soit comme n'ayant jamais existé entre nous deux, mais il va falloir aller se retirer avec un notaire à l'intérieur de 90 jours de la naissance de l'enfant ou
du moment où on est devenu un couple si on avait déjà un enfant sans être un couple. Donc, c'est quand même court, 90 jours. Ça va être important, c'est pour ça que je disais, de s'informer. Parce que si on ne le sait pas, il y a des chances qu'on voit un article passer sur peu importe les réseaux sociaux, qu'on fasse 2 ans plus tard. Il y a quelque chose qui s'applique par. Mais 2 ans plus tard, il est un peu tard. On va pouvoir se retirer quand même. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on vient bloquer la dette à la journée de notre retrait. On fait le calcul et advenant séparation, cette dette-là, on décide si on la paye ou on la paye pas. Mais le retrait à l'intérieur des 90 jours, le patrimoine n'a jamais existé entre nous. C'est vraiment notre ligne du temps que je parle depuis tout à l'heure. Elle se dissout, elle n'existe pas. On peut modifier la composition aussi. Moi, je pourrais dire, mais les meubles puis les voitures, ça me dérange pas, mais les immeubles, ça me tente pas qu'on les partage. Donc, on fait un acte de modification. Ou je pourrais dire, ben nous, on veut partager les immeubles, les meubles, les voitures, mais on aimerait même rajouter le régime de retraite. Parce qu'on trouve qu'en mariage, c'est intéressant d'avoir ça. Puis on ne se marie pas juste peut-être par croyance religieuse ou peu importe, mais on aimerait ça avoir cette protection-là. Donc, on peut rajouter des biens. On peut même faire des modifications partielles. On pourrait dire, on laisse le patrimoine d'union parentale s'appliquer entre nous tel qu'il est, mais 3 ans à l'intérieur de notre union parentale, on achète un chalet ou j'achète un chalet tout seul, puis on s'entend pour dire que c'est mon chalet à moi, puis qu'on ne veut pas le rentrer dans un partage. Mais je pourrais faire un acte de modification à la composition. Donc, je viens le retirer, je fige sa valeur à ce moment-ci, et advenant séparation, la valeur, elle est cristallisée. Donc, il y a plusieurs possibilités de venir jouer sur notre patrimoine d'union parentale. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Un peu comme un couple marié vient me voir en me disant des fois « Ah oui, il faut absolument qu'on soit en séparation de biens. J'ai vu que c'était ça le bon régime. » Il n'y a pas de bon régime. Ah, okay. Vous l'avez entendu aussi. Il n'y a pas de bon régime. Il y en a qui sont plus adaptés à notre situation. Il y en a que juste en l'expliquant, on fait « On serait fou de choisir l'autre. » Mais les situations de chacun, il y a autant de bonnes réponses que de couples. Que ce soit en mariage, en union civile ou en union parentale, chaque situation est différente et les situations évoluent aussi. Des fois, on va commencer notre vie à 2 avec une situation X et 5 ans après, ça a complètement changé. On était 2 salariés, un fonctionnaire, un salarié, puis 5 ans plus tard, on est un entrepreneur puis un fonctionnaire. Notre partage, notre catégorie de biens, nos implications sont complètement différentes aussi. Donc, ça se réévalue, ce genre de situation-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'informer et de réfléchir avec l'information qu'on a reçue. Moi, j'en ai eu quelques-uns déjà, des couples qui sont venus pour l'union parentale. Ça fait pas très longtemps, là, mais il y en a des bébés qui sont nés depuis. Donc, cette union parentale-là existe entre eux. J'ai un couple qui sont venus me voir et finalement, c'était pas un retrait qui s'appliquait à eux, même si c'est ce qu'ils voulaient voir au début. C'était plus une modification. J'ai un couple, c'était pour un retrait, c'était un retrait. J'ai un couple, ils voulaient juste prendre l'information parce qu'ils sont fait parler un petit peu partout puis ils n'étaient pas sûrs de c'était quoi qui s'appliquait à ça. Donc, il y a toutes sortes de situations. Comme j'ai des couples, des fois, qui viennent me voir pour des mariages, puis quand je leur explique le patrimoine familial puis le régime matrimonial, ils disent « Ouais, finalement, on va garder le party, mais on se mariera plus. » Donc, ça dépend de toutes les situations. Tout à fait. Puis on revient encore une fois à l'importance de s'informer pour prendre les informations qui s'appliquent à notre situation. Exactement. Alors, on a parlé de protection, encore une fois, sous différents angles. Quels sont les risques que vous percevez par rapport à ce régime, justement, parental? Je vous dirais le plus grand, je vais appeler ça enjeu. Pas nécessairement un risque, mais le plus grand enjeu, c'est que c'est l'automatisme d'être conjoint et avoir un enfant. Et il n'y a pas de registre pour l'instant qui existe et il n'y a pas de registre qui est prévu. Il y a beaucoup de gens qui ne sauront simplement pas qui sont sous l'union parentale, qu'il y a des implications qui s'appliquent entre eux. Au niveau des professionnels, ça va impliquer qu'on devienne un peu intrusif dans la vie des gens aussi, donc de leur demander plus juste leur
état civil, mais ben, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas unis civilement, vous n'êtes pas veuf, vous n'êtes pas divorcé. Avez-vous un enfant? L'enfant est depuis quand? Êtes-vous un couple? Un vrai couple? Est-ce que tout le monde pense que vous êtes un couple? Parce qu'il faut que tout le monde sache que vous êtes un couple. Puis vous n'êtes pas en couple avec quelqu'un d'autre, non? Donc, ça va impliquer qu'on devienne un petit peu intrusif dans la vie des gens et surtout au niveau de la séparation. Parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est quoi se séparer? Est-ce que c'est j'ai fait mon sac puis je suis partie chez ma mère une fin de semaine? Est-ce que c'est on est en chicane mais on habite encore ensemble? Est-ce que c'est on s'est séparés mais pour le bien-être des enfants, on fait comme si de rien n'était? Il va y avoir beaucoup, beaucoup de nuances dans le concept de la séparation. En effet. Donc, même chose, une bonne pratique, ça va être de faire une déclaration sous serment, peut-être avec le notaire, de dire, mais on s'entend là, que telle date, on est séparés. Parce qu'on peut mettre fin à l'union de manière unilatérale. Moi, je peux dire, demain matin, je choisis que je ne suis plus en union parentale. Je fais une déclaration sous serment, l'union est terminée. Ça va être dans l'interprétation quand même assez difficile. Quand les deux conjoints sont encore aptes et vivants, on peut leur poser la question. On peut appeler l'autre, dire, ben là, êtes-vous séparés pour vrai? Quand un des deux conjoints va être inapte ou décédé, ça va être une autre paire de manches. Parce que je prends l'exemple de la succession sans testament. Où est-ce que les enfants héritent de tout si on conclut qu'ils sont séparés, parce qu'il n'y a plus d'union parentale, donc le conjoint n'hérite plus. Et que s'ils sont encore ensemble, le conjoint hérite d'une partie. Donc là, on s'entend que la famille qui veut l'intérêt des enfants va essayer de dire, ben non, ils n'étaient plus ensemble. Puis le conjoint qui dit, ben je pourrais hériter d'une partie, va vouloir dire, ben oui, on est encore ensemble. Donc, à moins d'avoir une bonne planche de Ouija, on ne peut pas demander à la personne qui est décédée. Donc, il va y avoir ce côté unilatéral-là. Il y a certains qui me disent, ben maintenant, les conjoints héritent même sans testament, pas besoin de faire un testament. Parce que je fais principalement ça, moi, dans ma pratique, des testaments, du droit de la famille, des mariages, des unions parentales et compagnie. Mon conseil, ça va être de quand même faire vos testaments, vos mandats de protection. Non seulement parce qu'on bénéficie du conseil du notaire, parce qu'on va prévoir plein de choses. Moi, je dis souvent à mes clients, je suis un peu notaire de malheur, tout le monde meurt dans mon scénario, tout le monde y passe, on met beaucoup de protection en place, mais surtout parce qu'on va venir enlever toute ambiguïté. Parce que, il va peut-être avoir le calcul de la dette, voire on le calcule à partir de quand, mais si j'ai fait un testament, il est écrit qui hérite. C'est clair et net. Donc, il n'y a pas cette question-là de, en vertu de la loi, est-ce qu'on est encore ensemble, puis ensemble, est-ce que j'hérite pas? Donc, ça va être quand même une particularité. Protection de la résidence familiale, c'est tel que tel. Il y a certains enjeux, comme je disais, avec la survie du 120 jours, mais ça revient à c'est quoi une séparation. Et au niveau de la prestation compensatoire, je pense que c'est une belle opportunité. Est-ce que ça va s'appliquer à beaucoup de gens? Ça reste à voir là, dans les situations. Il faut vraiment qu'il y ait le critère d'appauvrissement et d'enrichissement qui s'applique. Mais c'est quand même des protections supplémentaires qu'il n'y avait pas avant. Donc, on revient à une équité un peu entre les conjoints de fait avec enfants et les conjoints mariés ou unis civilement. Conjoints de fait sans enfants, il n'y a rien qui change. On n'hérite pas, il n'y a pas de prestations compensatoires, il n'y a pas de protection de la résidence familiale, il n'y a pas de patrimoine d'union parentale. Donc ça reste tel que tel. Alors, considérant cela, comment est-ce que vous recommanderiez aux couples, justement, de s'adapter, notamment en termes de planification financière suite à cette réforme? C'est sûr que quand on a un enfant qui s'en vient, c'est toujours une bonne idée de faire un tour de budget. Peu importe qu'il y ait la réforme ou pas réforme, ça implique quand même certains coûts. Ça va être au niveau planification financière de réfléchir à l'entrée en vigueur, justement, de la loi. Donc, de peut-être prévoir, peut-être pas la journée qu'on voit que le test de grossesse est positif, là, mais peut-être de prévoir d'appeler le notaire quelque temps. Ça peut être avant la naissance de l'enfant pour obtenir l'information. Comme ça, on n'est pas coincé.
Et c'est une bonne pratique de regarder en même temps un 360 de nos finances, de nos placements, de notre budget, mais aussi de nos protections. Parce que si jamais on décède, si jamais on devient inapte, là, c'est plus juste nous et notre conjoint. C'est nous, notre conjoint, un enfant. Il y a beaucoup de protections. Des fois, on commence à avoir un petit peu plus de patrimoine aussi. Peut-être qu'on pense s'acheter une maison, etc. Donc, ça peut aller vite. De planifier ces protections-là aussi, je sais que c'est pas le fun. Il y a personne qui se lève un mardi matin en se disant « Yes, sir, je m'en vais faire mon testament ». Mais c'est soulageant. C'est soulageant parce qu'on est rassuré que s'il nous arrive quelque chose, non seulement nos biens sont encadrés, soit en décès, on sait à qui il s'en va, soit en inaptitude, on sait qui va les gérer. Puis il y a toutes sortes de protections que là, je me suis pas épanchée aujourd'hui parce qu'on est plus dans l'union parentale et pas dans les testaments, là, mais plein de protections pour les enfants, décision du tuteur, toutes ces choses-là. Mais c'est rassurant, puis c'est rassurant pour l'autre conjoint aussi, parce qu'il n'y aura pas le questionnement derrière tout ça. Mm-hmm. En termes de documents ou de démarches légaux, avez-vous des recommandations particulières pour les couples concernés? Faites votre testament mandat. C'est important. On ne répétera pas assez. Mais au niveau de l'union parentale, plus précisément, si jamais vous dites « Moi, je ne veux pas le patrimoine d'union parentale », l'acte de retrait d'union parentale va être quand même assez pertinent. Mais il y a aussi la convention de conjoint de fait qui est encore possible. Puis on peut en profiter pour faire tout ça en même temps. Donc, une convention de vie commune, de conjoint de fait, ça a toutes sortes de termes là, que c'est utilisé. C'est une convention qui vient dire OK, mettons l'union parentale, le patrimoine, on le garde ou on le garde pas, ou on le module, peu importe. Mais est-ce qu'il y a d'autres aspects aussi de notre couple qu'on veut gérer? Est-ce qu'on veut gérer l'indivision, on la gère comment au niveau de la propriété? Les dépenses, on les partage comment? Est-ce que c'est 50-50? Est-ce que c'est en proportion de nos facultés respectives? Est-ce qu'on peut s'acquitter de notre part de contribution par l'activité au foyer? Hein? Si je prends un congé parental pour m'occuper, puis pendant 3, 4, 5, 6 mois, des fois c'est 1 an, je ne travaille pas, mais est-ce que c'est comme ma contribution? Ça a une valeur, même si elle n'est pas monétaire. On peut même venir jusqu'à prévoir certaines modalités en cas de séparation. On peut tout de suite dire, mais est-ce qu'on veut qu'un ou l'autre ait certaines choses? Est-ce qu'on garde certaines choses? J'ai déjà fait des conventions d'union j'ai déjà fait des conventions de conjoint de fait où est-ce qu'on venait prévoir une sorte de paiement qui s'apparentait à une pension alimentaire au conjoint, ce qui n'était pas possible entre conjoints de fait, mais contractuellement parlant, ils l'ont fait parce qu'ils ont fait une convention. On peut venir dire même qu'est-ce qui arrive avec les enfants si on se sépare. Est-ce qu'on veut une garde 50-50? Ça, c'est sûr qu'un juge n'est pas tenu par cette convention-là. Mais c'est quand ça va bien qu'il faut prévoir qu'est-ce qui arrive si ça va mal. Effectivement. Donc, en l'ayant écrit comme ça, il y a quand même un point d'arrêt sur... Mais à l'époque, on pensait que c'était bien. Donc, quand ça va plus bien, il y a peut-être quelque chose de logique derrière tout ça. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on peut venir moduler dans le couple, qu'on soit marié ou non, mais marié, il y a beaucoup de choses qu'il prévoit dans le Code civil. Il y a les articles qu'il lit. Maintenant, l'union parentale va venir quand même encadrer un petit peu, mais la convention de conjoint de fait, elle est encore très possible. Donc, ça peut être pertinent. C'est pas pertinent pour tout le monde. Il y en a que le seul enjeu, c'est qu'est-ce qui va m'arriver en cas de décès, qu'est-ce qui va arriver à mon conjoint, puis qu'est-ce qui arrive en cas d'inaptitude. On règle tout avec testament mandat. Mais une première rencontre avec le notaire, souvent, on va aborder tout ce melting pot-là. On va regarder qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins pertinent et qu'est-ce que ça vous prend pour être protégé. Très, très pertinent. Merci pour ces différentes informations, vraiment très enrichissant. Vous avez parlé plutôt des différents aspects du couple. J'aimerais qu'on s'attarde justement sur l'aspect humain. De façon concrète, comment annoncer ou discuter de ces sujets sensibles avec son ou sa conjointe? C'est très délicat. C'est sûr que il y a une certaine notion assez taboue encore dans les finances. On ne veut pas avoir l'impression non plus qu'on veut en garder ou qu'on veut se séparer. Mais parler de séparation n'implique pas séparation.
c'est important de le faire pour être prêt. Comme faire son testament, ça fait pas mourir. Donc, c'est vraiment pour éviter d'avoir des inconforts ou des choses non dites ou pire, une mauvaise planification parce qu'on n'osait pas aborder le sujet. D'en discuter, au moins d'introduire. Ça peut être de dire, hey, il y a un nouveau régime, on pourrait aller s'informer. Puis moi, quand je reçois les gens dans mon bureau qui viennent me questionner sur l'union parentale ou qui m'appellent, qui disent « Je veux me retirer parce que j'ai vu ça passer dans le journal. » Bon, on fait toujours une rencontre d'information. Donc, la rencontre d'information, elle est en 3 volets. Le premier volet, c'est on est tout le monde ensemble. Bon, je dis tout le monde parce que des fois, ils amènent les enfants. Là. S'il y a déjà des enfants, pas de la garderie est fermée, donc toute la gang ensemble, mais minimalement, les 2 conjoints et moi, pour exposer c'est quoi ce nouveau régime-là, notre parapluie, les 4 protections, le choix qui peut être fait par rapport au patrimoine d'union parentale. Je questionne aussi sur leur situation, c'est quoi leur projet, c'est qu'est-ce qu'ils font dans la vie, etc. Et après ça, je prends chacun des conjoints à part. Parce que faut être quand même très, très sensible à tout ce qui est la question de violence, que ce soit de la violence psychologique, physique, économique, sociale. Il y en a de toutes sortes. Donc, c'est quand même un régime qui va avoir des impacts financiers pour l'un pour l'autre. De se retirer sans se poser de questions, mais il y a une perte pour un des 2 époux, c'est sûr, parce qu'il y a toujours un des 2 époux. Il y a presque toujours un des 2 époux, des 2 conjoints qui va avoir un petit peu plus que l'autre. Donc, se retirer, ça implique qu'un des 2 a une perte. Est-ce que la personne est confortable avec cette perte-là réellement ou est-ce que c'est une crainte? Est-ce qu'elle a des questions qu'elle n'osait pas poser devant son conjoint, sa conjointe? Et des fois, tout va bien. Des fois, il y a des petites questions qui disent « Ah, je voulais pas trop en parler, mais... » Ça donne l'opportunité de s'exprimer. Puis si on est vraiment dans un cas extrême, mais ça donne surtout l'opportunité de donner des ressources pour aller chercher de l'aide. Puis si jamais tout va bien, que je leur ai expliqué ensemble, qu'en les prenant chacun séparément, ils me disent « Ben voyons, notaire, tout va bien, il n'y a pas de questions que j'ose pas poser, etc. » Mais des fois, c'était juste à la lumière de l'information, en retournant chez eux, ils vont être capables d'en parler, mais là, avec des faits concrets. Ça sera plus juste une situation inconfortable parfois de dire « Ah, ben, t'as combien, j'ai combien, qu'est-ce qui arrive si... » Puis là, qui garde la main. Il y a un bafouillement qui est inconfortable si on ne sait pas sur quoi s'appuyer. Mais quand on revient d'une rencontre d'information, c'est « Ah, bon, ben, tel sujet a été abordé, ça, qu'est-ce qu'on en pense par rapport à nous? » Ça permet de mettre les choses en perspective. Ça donne un peu l'excuse d'en parler, si je peux dire. Parce que c'est pas une activité confortable, c'est pas une activité qu'on est à l'aise de faire toujours non plus, puis on sait pas par où le prendre. C'est en servant le souper de, bon, on ouvre-tu nos accédés, ou bon, peu importe l'application, mais on ouvre-tu nos comptes pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des couples qui sont super ouverts, il y en a d'autres qui ont encore tout séparé, qui s'en parlent pas. Je pense surtout les situations où est-ce qu'il y en a un des 2 qui, la maison est à son nom, les paiements sont plus par cette personne-là. La personne qui est vulnérable financièrement, qui contribue moins financièrement, elle a peut-être plein d'inconforts qu'elle ne sait pas comment aborder. Il y a peut-être une crainte aussi de, ben là, si j'en parle, est-ce que ça va arrêter ou est-ce que le comportement va changer? Donc, en faisant les rencontres, ça donne une excuse pour en parler. Puis moi, je suis un tiers neutre et impartial. Fait que quand je suis là pour tout le monde de manière égale. Mon but, c'est de s'assurer que tout le monde est protégé dans cette discussion-là. Donc, on en parle quand ça va bien. On aborde le sujet en mettant en avant les bénéfices qu'il y a à avoir la conversation et éventuellement faire intervenir un professionnel comme un tiers neutre pour aider à ça. Et puis, vous l'aurez compris aussi, cette nouvelle loi, c'est une opportunité d'en parler. Alors, toujours sur l'aspect humain, justement, alors quel conseil donnerez-vous à un jeune couple qui s'installe ensemble sans forcément penser au long terme? Je vais me répéter, mais c'est de s'informer. Encore une fois. Tout de suite, on n'est pas obligé de s'informer, de dire, hey, on vient de s'officialiser, on a changé notre statut Facebook en couple. Je pense que le monde ne fait plus ça, mais c'est pas nécessairement de prendre rendez-vous avec le notaire, mais de l'avoir dans notre angle mort. De dire, je sais qu'il y a
un nouveau régime qui existe. Juste le garder. Je vais juste recommencer. Juste le garder en perspective. Comme ça, si jamais notre situation évolue, qu'on a un enfant qui s'en vient, on va savoir qu'il y a quelque chose à regarder. Mm-hmm. Et il y a beaucoup, beaucoup de ressources. Parce que depuis le début, je parle d'aller voir un notaire. C'est pas obligé, là. Vous pouvez aller voir un autre professionnel ou vous pouvez chercher par vous-même. Il y en a qui sont super confortables de chercher par eux-mêmes. Il y a beaucoup de ressources disponibles en ligne sur le site du gouvernement du Québec, sur le site de la Chambre des notaires, sur le site d'Éducalois et j'en passe. Il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles. Donc, déjà là, de faire un premier tri pour regarder c'est quoi les grandes lignes, ça aide à placer un peu puis dire, OK, pour l'instant, ça ne s'applique pas à nous, mais je suis plus informée. Puis si jamais on fait, mais ça, j'ai des questions, mais là, ça nous donne l'opportunité d'approfondir puis peut-être d'aller demander de l'aide auprès d'un professionnel juridique ou autre. Mais juste de ne pas faire d'aveuglement. Puis des fois, on se met en couple, les fameuses fréquentations. Là, il ne faut pas non plus virer fou, là. Mm-hmm. Parce qu'on se rappelle, c'est quand même des protections très spécifiques. Le droit d'hériter, le droit de prestations compensatoires, le droit à la protection de la résidence familiale, même le patrimoine d'union parentale, ça implique un certain temps qui s'est écoulé là, pour fait que si je commence à dater quelqu'un au bout d'un mois, c'est pas la peine de m'affoler. Non, ça devrait bien aller. Puis même s'il y a un bébé qui arrive, on peut quand même prendre un pas de recul parce que c'est toutes des protections qui demandent un peu de temps. Mais si on voit que, ça commence à bien aller, on déménage ensemble, ça fait 3-4 Noël que je l'amène à la famille. Mais là, on pense se fonder une famille. C'est juste d'y aller petit à petit. Mais la personne que je commence à dater là, je ne l'amène pas chez notaire en 5e date, là. Ça risque de casser un petit peu le mood. Alors, comment est-ce que, à votre avis, les institutions ou encore les organismes communautaires peuvent accompagner, si c'est possible, les couples justement dans ce changement? De savoir que ça existe, de reconnaître aussi nos critères d'établissement. Donc, c'est juste les petits indices. Puis même au début, en tant que professionnel juridique, c'est un muscle qu'il faut travailler, qu'on n'a pas eu l'habitude de travailler. Il n'existait pas. Donc, juste de dire, vous venez de m'annoncer que vous allez avoir un enfant. On est passé le 30 juin 2025. Là, ça va aller un petit peu mieux parce que on est passé la date. Les quelques mois avant le 30 juin 2025, c'était le réflexe de dire, vous êtes un couple, vous allez avoir un bébé. Il est pour quand votre bébé? OK. Bien, soyez informés qu'il va avoir ça qui s'en vient. Là, maintenant, c'est tout le monde qui attend un bébé. On est passé le 30 juin 2025. Donc, c'est juste d'être à l'affût pour tout intervenant, de dire, félicitations, saviez-vous que? Donc, c'est ce petit élément-là. Puis après ça, soit, des fois, on est capable de répondre aux questions ou de donner les grandes lignes. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le conseil juridique, mais juste de donner les grandes lignes. Des fois, ça va être de référer à la bonne personne. Moi, quand j'ai des couples qui viennent me voir, des fois, ils tombent dans le très, très détaillé au niveau fiscal, comptable. Puis là, je dis, là, ça commence à sortir de mon champ d'expertise. Je vous réfère à votre comptable, votre fiscaliste. Donc, c'est de connaître ses propres limites aussi, de savoir qui est référé. Donc, d'avoir un réseau de conseillers financiers, de notaires, d'avocats, de fiscalistes, pour dire, je pense que ça serait pertinent que vous ayez voir telle personne pour les diriger. Et aussi une petite liste de ressources, les fameux sites là, qui sont disponibles beaucoup en ligne, les informations, il y a des dépliants qui commencent à être en production, je pense. Mais là, maintenant, tout le monde va en ligne. Là, on fait un petit Google rapide, mais faire attention aussi, les sources qu'on consulte. Donc, il y a beaucoup d'articles qui sortent ou qui sont en train de sortir ou qui vont sortir. Je pense à des grands articles un petit peu alarmistes du type... Maintenant, les conjoints de fait sont comme mariés. Bon, faire attention, pas prendre l'information à sa face même, mais toujours voir ça vient de où. Le titre, est-ce que c'est vraiment ça qu'il y a dans l'article? L'information dans l'article, c'est qui me la donne? Et dans le doute, soit on cherche sur des sources plus fiables, comme je disais, Chambre des notaires, Éducalois, Barreau, Gouvernement du Québec, ou on appelle un professionnel directement pour l'information.
Merci, franchement, c'est une pépite d'informations très précieuse que vous partagez avec nous aujourd'hui. Alors, je veux vraiment vous remercier pour ces éclairages et les outils pratiques, les conseils pratiques finalement que vous venez de nous offrir. Pour résumer, la nouvelle loi sur la famille introduit un régime parental qui change les règles pour les conjoints de fait, surtout lorsqu'il y a des enfants. Cela implique des droits et des obligations financières qu'il faut absolument comprendre pour éviter les mauvaises surprises. La prévention, vous l'aurez compris, est essentielle. Elle a répété plusieurs fois, informons-nous. Vaut mieux les bons documents, les bonnes ententes et les bonnes habitudes financières dès le départ. Avant de terminer, je me retourne à nouveau vers vous, Camille. Si vous aviez un dernier conseil à donner à un couple de fait qui nous écoute aujourd'hui, quel serait-il? Je vais sonner redondante, mais c'est informez-vous et dans le doute, allez voir votre notaire. Simple, efficace. Merci encore pour votre participation et merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'ici. On espère que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre vos droits et à mieux gérer vos finances. Pour aller plus loin, vous trouverez dans la description de cet épisode des ressources utiles, notamment celles offertes par la Code F Academy. À très bientôt pour un nouvel épisode des APMO.